Salutations, ici Talentir pour un nouveau rapport de bataille Kings of War 3ème édition, en multijoueur qui opposera les morts vivants et les salamandres d'un côté, dirigés par Hervé et par Loris, aux nains et aux basiléens dirigés par moi-même. Les listes sont à 1500 points et nous jouons le scénario Ruée vers l'or. Voici le terrain. Chaque équipe a reçu 5 compteurs bluff, 2 qui valent 0, 2 qui valent 1 point et 1 qui vaut 2 points. Chaque équipe place ses 5 compteurs dans la moitié de table de l'adversaire face cachée. Au tour 3, nous retournons tous les compteurs bluff qui deviennent à ce moment-là des objectifs. À la fin de la partie, nous comptons les objectifs de chaque équipe en fonction des points qu'ils rapportent. Passons aux listes d'armées. Voici la liste basiléenne. Donc il y a principalement du piéton avec 2 éléments rapides, des chevaliers paladins et les Éloi. Soutenu par 2 balistes lourdes pour faire un peu de tir. Et donc un prêtre avec le linceul du saint ainsi qu'un porticone avec le luth. La liste naine, elle, principalement défensive avec beaucoup de tirs, 2 régiments de tireurs d'élite, 2 canons crash-fer, des chiens sur quasiment tous les troupes de piétons, ainsi que le colosse d'acier qui rapporte encore des tirs avec sa couleur vrine, et un porte-étendard avec le diadème du dragon qui lui donne le sort boule de feu. Pour ce qui est des troupes, nous avons une horde d'élémentaires de terre, 3 régiments, un de garde de fer, un de cuirassé et un de brise-pavois, ainsi qu'une horde de cuirassés. Côté mort-vivant, donc chez nos adversaires, la liste de Loris, un peu modifiée par rapport à d'habitude, puisque cette fois-ci il a pioché dans mes figurines pour faire une liste un peu différente avec l'aide d'Hervé. C'est une liste principalement axée sur les hordes, puisqu'il n'y a que des hordes à part les spectres qui ne peuvent pas. Une horde de zombies donc pour faire débloquer des choix et tenir des objectifs. Et le reste, une horde de revenants qui permet d'encaisser plutôt pas mal. Et le reste, c'est des choses qui tapent, à savoir une horde de loups-garous rapide et forte, une horde de trolls zombies, les spectres bien évidemment qui sont agiles et qui volent, appuyé par donc un Lycanis, un vampire monté et un roi liche pour la magie. Donc la liste d'Hervé pour finir. À noter qu'il s'est rendu compte à la fin du tour 1 qu'il n'avait pas l'égorgeur Gekota, donc c'est pour ça qu'il est marqué d'une croix. Donc sa liste sinon autrement c'est à peu près la même chose que la dernière fois. On se retrouve donc avec un régiment d'anciens, une horde de guerriers salamandres. Et donc en termes de marteau, nous avons la horde de tyrans et les lanciers sur Kaizenor, les ailes ardentes pour le rapide, le capitaine de guerre sur Rhinosaur et le seigneur des clans pour commander, et le prêtre mage pour la magie. Une petite mosaïque pour vous résumer le déploiement. Donc on va partir du principe qu'on regarde en vue de mon côté. Donc on commence par l'ouest. Donc Hervé m'aligne le capitaine de guerre, les anciens et les tyrans, encadrés par les trolls zombies à l'extrémité ouest et les gardes revenants sur la droite. Et derrière le vampire qui reste en embuscade. En face, moi j'aligne les élémentaires avec les gardes du palais ogre, le régiment de cuirassiers et le régiment de brise-pavois. Il y a dans ce secteur 2 pions butins, donc sachant que je ne suis pas certain de ce qui a été posé, j'ai quand même mis des figurines vu que j'ai vu qu'Hervé posait pas mal de troupes là-bas, donc je ne sais pas si c'était du bluff ou pas. Voilà. Pour ce qui est du centre, on a donc les spectres, les lanciers sur Kaizenor et la horde de salamandres avec le roi liche derrière. Opposé en face à mes cuirassés nains, toute mon artillerie, les 2 canons crash-fer, enfin toute l'artillerie des nains, les tireurs d'élite, le colosse d'acier et un peu en dessous donc les épéistes basiléens. Quant à l'est, nous avons donc les zombies, les ailes ardentes et la horde de loups-garous avec leur commandant, qui tiennent un pion bluff,
que j'ai posé moi et dont je sais qu'il vaut 1 point. En face, nous on aligne principalement le reste des Basiléens. L'artillerie des Basiléens ainsi qu'un régiment de tireurs d'élite nains sont sur la colline et à l'extrémité est du champ de bataille. Ils sont protégés par les Éloi et par la garde de fer. Et un peu sur la gauche, il y a les chevaliers paladins et les 2 régiments de paladins qui restent ensemble paquets puisque les paladins défenseurs apportent une aura sur les autres paladins. Voilà. Il y a également des pions au centre de la table. Donc je sais que j'ai posé un pion qui vaut 2, mon pion qui vaut 2, le seul d'ailleurs, près de la rivière. Donc du coup j'essaye de placer des bonnes troupes à cet endroit-là sans trop attirer l'attention. Je pense que ça a plutôt bien marché. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Je tire le premier tour et je fais avancer mes Éloi et mes gardes de fer, puisque je veux neutraliser la menace des volants qui peuvent déboulonner mes tireurs, d'autant que si je veux pouvoir avancer vers le pion qui se trouve de l'autre côté, il faut que je puisse me déplacer et il faut que mes tireurs d'élite survivent, puisque ce sont les seuls qui peuvent éventuellement contester le pion bluff qui est sur la colline et dont je ne sais pas s'il vaut des points ou pas à ce moment-là de la partie. En riposte, Hervé et Loris s'avancent également. Au milieu, les 2 armées s'avancent assez lentement. Moi j'avance juste de façon à contester le pion bluff qui est sur le pont. Je ne sais pas combien il vaut, mais dans le doute. Par contre je sais que le pion bluff que j'ai posé dans la forêt chez mes adversaires, il vaut 0. Donc eux ils s'avancent pour le protéger puisqu'ils ne connaissent pas la valeur de ce dernier. Et donc du coup en fait ici ça reste un peu, on reste à se regarder en chien de faïence. Donc ici une petite vue d'ensemble de la partie est du champ de bataille. Donc bêtement j'ai oublié de déplacer mes paladins, enfin mes chevaliers paladins en tout cas. En face, Loris s'est placé à l'arrière des ailes ardentes d'Hervé avec son Lycanis, qui m'arrange un peu puisqu'avec l'infranchissable, si je vais engager les ailes ardentes, il ne pourra pas intervenir, puisqu'il n'a pas la place pour manœuvrer. Ces zombies sont restés en fond de cours pour tenir le pion bluff que j'ai posé là-bas. Je sais qu'il vaut 1, j'aimerais bien pouvoir le récupérer, mais il faut d'abord que je me débarrasse des ailes ardentes et des loups-garous. Les ailes ardentes, du coup, leur plan c'était de faire tampon avec pour que mes Éloi les chargent et les détruisent et que les loups-garous puissent contrecharger mes Éloi. Personnellement, j'ai pas vraiment mieux pour contrer à ce moment-là puisque je peux pas atteindre les loups-garous directement en raison de la place disponible. Donc je pense que je vais sérieusement charger les ailes ardentes. Côté ouest, on essaye de rester hors de portée de charge l'un de l'autre. J'ai avancé mes nains en ligne de façon à pouvoir menacer les différents pions bluff et les unités qui pourraient s'en approcher avec mes chiens d'attaque, et de sorte à ce que mes unités qui sont sur la colline n'aient pas de malus pour tirer sur les troupes d'Hervé. Pour ce qui est du tir, je vais principalement bombarder les lanciers Kaizenor qui vont réussir leur test de morale, mais j'ai bon espoir de les détruire le tour d'après avec une deuxième salve. Donc tour 2, à défaut d'avoir une autre solution pour débloquer la situation, je charge les ailes ardentes avec mes Éloi et je parviens à leur mettre 9 blessures, mais je n'arrive pas à les dérouter. Ça arrange cependant pas les affaires d'Hervé puisqu'il se retrouve coincé avec ses loups-garous derrière, il n'a pas la place pour m'atteindre ou pour intervenir ailleurs. Tandis que mes tireurs continuent de bombarder ces loups-garous, leur mettant quelques blessures supplémentaires, mais sans les inquiéter plus que ça. Au centre de table, eh bien, je n'avance pas davantage. Je garde ma ligne de paladin et de lancier basiléen bien en place. Je me rapproche subrepticement du pion bluff qui se trouve tout en haut de l'image, puisque c'est le pion à 2 points que j'ai placé, et donc je voudrais bien pouvoir le conserver. Le pion sur le pont, je sais pas ce qu'il vaut, mais en attendant, ça arrange mes affaires de rester paquet à cet endroit-là, donc je bouge pas. Donc Hervé ayant vu que ces Kaizenor ont pris la sauce et ne feront pas un tour de plus vraisemblablement, il décide, face à mon volume de tir démentiel, de se déplacer vers
l'ouest avec ses tyrans. Ce qui est bien vu parce que la cible numéro 2 c'était bien eux en ce qui me concerne, puisque les 30 attaques Force Dévastatrice 2, j'ai pas du tout envie qu'ils atteignent mes lignes, donc d'ailleurs en fait même si j'avais eu le choix, je les aurais shootés eux à pleine puissance si j'avais pu. Ma ligne de bataille à l'ouest justement en profite pour avancer un petit peu, à l'exception des gardes du Paléogre qui restent un peu en retrait. Et je conserve donc mon porte-étendard nain et mon porte-étendard basiléen entre tous ces régiments pour être bien sûr qu'en cas de problème ils puissent apporter leur motivant. Les Kaizenor reprennent la dose de tir dans la figure, donc mes 2 canons crash-fer, ainsi que des chiens d'attaque que je leur jette dessus puisqu'ils sont à portée maintenant. Et ils vont succomber comme prévu devant tous ces tirs. Donc mon tour 2 s'achève avec une bonne nouvelle, une menace en moins avec les Kaizenor. Par contre, Hervé du coup fait pivoter ses ailes ardentes de façon à avoir juste la petite ouverture nécessaire pour faire charger le Lycanis de Loris, qui se jette sur mes Elohim mais ne leur fait rien du tout. Côté ouest, les hommes lézards et les morts vivants ont un peu réorganisé complètement leur ligne de bataille. Les tyrans se sont approchés pour tenir le compteur bluff qui se trouve tout au fond. Tandis que les anciens sont entrés dans la forêt de façon à menacer le compteur bluff qui se trouve sur la ruine. De l'autre côté, moi je fais de même avec mes élémentaires de terre. Quant aux trolls zombies et le capitaine de guerre, ils se sont déplacés de façon à envelopper la colline et ils menacent mes gardes du Paléogre qui sont au pied de celle-ci. Pendant ce temps, au milieu, les revenants s'approchent du compteur bluff qui se trouve devant le petit terrain infranchissable. Et en face d'eux, il y a les nains, les 2 régiments de nains qui disposent encore de leurs chiens d'attaque. Un peu plus loin, Hervé fait avancer sa horde de guerriers salamandres à portée du premier régiment de paladins tout en prenant soin de ne pas être à portée du second. À côté des salamandres, leur commandant est venu leur prêter main forte, de même que le commandant mort-vivant et ses spectres qui sont avancés sur leur droite. Donc Hervé s'est avancé avec ses trolls juste pour permettre la charge de mes gardes du Paléogre. Le plan c'était de les bloquer et de charger de flanc avec son capitaine sur Rhinosaur. Mais en fait il a commis une petite erreur puisque je suis à portée de charge avec mes élémentaires et de flanc. Du coup je me prive pas, je lui fais une double charge dessus et je démolis les trolls zombies. A défaut de cibles plus croustillantes, je lâche mes 2 chiens d'attaque sur les gardes revenants. Je leur fais quelques blessures, mais étant donné la résistance de cette unité, ça leur fait pas grand chose. Pendant ce temps-là, à l'ouest, dans le goulet d'étranglement, eh bien, mes Eloïs décident de charger à nouveau les ailes ardentes et d'ignorer le Lycanis, et j'arrive à les détruire très facilement. Du coup, désormais, la horde de loups-garous a le champ libre sur mes Eloïs. Tandis que les gardes de fer ont chargé le Lycanis, ils réussissent à lui mettre 5 blessures, ce qui est vraiment pas mal, et à l'ébranler. Malheureusement, comme il est porteur de la bière naine, il parvient à réussir son jet d'acharné et pour agir normalement au tour d'après. Au milieu, Loris fait avancer ses spectres, au milieu de la pampa, donc on sent venir le déferlement. A l'est, cependant, mes élémentaires de terre prennent la foudre, puisqu'ils se font charger à la fois par les anciens et par les tyrans, mais également de flanc par le capitaine sur Rhinosaur, donc je donne pas cher de leur peau. Sans surprise, les spectres se jettent sur mon colosse d'acier, mais ne lui font pas grand chose. Tandis que le vampire charge mon unité d'épéiste basiléen. Il parviendra à leur mettre 4 blessures, mais le prêtre qui est situé derrière va pouvoir les soigner.
Sans surprise, la horde de loups-garous se jette sur mes Eloi, et Hervé et Loris rajoutent également le Lycanis pour faire bonne mesure. Donc face à ces deux adversaires et face au jet de dés de Loris, mes pauvres petits angelots sont transformés en purée, avec des plumes qui volent un peu partout sur le champ de bataille. J'ai cependant un gros coup de bol, puisque les attaques des tyrans, des anciens et du capitaine Surinosaur sont assez faibles, bien mitigées par ma défense de 6 et par un jet de morale pas terrible qui permet en fait à mes élémentaires de tenir alors que je n'y croyais absolument pas. Ce qui du coup est un gros coup dur pour Hervé puisque je vais pouvoir contrecharger et faire du dégât. Pour décrire un peu ce qui se passe au milieu, Hervé s'approche de mon régiment de paladins et à chaque fois je recule pour lui échapper, pour rester hors de portée de charge. Mon prêtre est dans le secteur pour assurer la motivation, mais je pense que ça ne va pas tarder à chauffer vu que le seigneur de guerre des clans est arrivé et que le vampire est déjà dans la mêlée. La meute sauvage de lycanthropes étant désormais victorieuse à cet endroit-là, mes nains se sentent un peu seuls. Heureusement, il reste mes paladins qui sont bien placés. C'est la fin du tour 3 et on retourne les pions bluffs. Et là c'est la grosse surprise puisque le pion bluff qui se trouvait sur le pont vaut 2, mais que celui qui est juste à côté, que j'avais posé, vaut 2 aussi. Ça veut dire que les pions 2 sont tous au même endroit. Dans un endroit où nous avons plus ou moins des troupes un peu secondaires on va dire, mais où je pense pouvoir raisonnablement en accrocher un, voire les deux. Du coup, la horde de guéris salamandre est la seule grosse menace qui peut me les contester, donc du coup toute mon artillerie va tirer dessus sans pitié et on va essayer de la détruire. À l'ouest aussi on fait la découverte de ce pourquoi on s'est entretué, histoire de voir si ça vaut le coup, et finalement ce sera un petit point, tandis que le point qui était gardé au départ par les tyrans ne valait rien du tout, je l'avais posé là-bas exprès. De façon générale, tous les pions que j'ai posés de ce côté là-bas ne valaient rien. Par contre, il y a encore un point dans la petite forêt qui se trouve derrière les gardes du palais ogre. Du coup, je charge sans pitié le flanc du capitaine sur Rhinosaur avec les gardes du palais ogre, que je vais pulvériser grâce à la mélopée du fléau de mon porte-étendard. Tandis que mes élémentaires de terre vont frapper les tyrans mais n'arriveront pas à les dérouter. Au centre gauche, mais Brice et Bavois chargent finalement la horde de revenants. Alors tout seul, j'ai pas tellement d'espoir qu'ils leur fassent quoi que ce soit, bien que leur tour de combat soit bon, mais il en faudra plus que ça pour faire sauter cette unité. C'est principalement pour l'empêcher de se déplacer vers l'endroit où se trouvent les objectifs les plus chers. Quant à mon régiment de cuirassiers, ben, il avance droit devant, de façon à pouvoir éventuellement accrocher un flanc soit des anciens, soit de la horde de revenants. Je contrecharge les spectres avec mon colosse d'acier et il reçoit le soutien de flanc de la horde de cuirassiers. Malgré toutes les attaques déployées, on n'arrivera pas à les dérouter. Mes épéistes contrechargent le vampire, mais bon, lui mettre quelques blessures, mais sans plus. Après sa victoire contre mes Eloi, Loris avait la possibilité soit de faire une percée droit devant, soit de se tourner. Il a choisi la percée, mais il n'a pas fait assez, il n'a fait que 2 sur le dé, alors qu'un 3 aurait suffi à le mettre hors de vue de mon unité de chevalier paladin. Du coup, je vois l'arrière de son unité, et effectivement, je fais une charge de flanc dévastatrice qui en viendra facilement à bout. Au milieu, je continue de reculer encore un coup avec mes paladins pour rester hors de portée de charge des guerriers salamandres encore un tour, de façon à laisser le temps à mon artillerie de les détruire. D'ailleurs, le bombardement les blesse suffisamment déjà pour que je puisse espérer les faire sauter le tour d'après. C'est au tour de l'alliance mort-vivant-salamandre. À l'ouest, Hervé fait charger ses tyrans contre mes gardes du palais ogre.
Contre toute attente, malgré les 10 blessures infligées, ces derniers réussissent à tenir le choc, et une fois de plus, c'est pas de bol pour Hervé, je vais pouvoir contrecharger. On continue avec la poisse, puisque d'une part, son prêtre mage déchaîne sa boule de feu contre mon porte-étendard nain, et lui met 3 blessures, mais il ne flanche pas. Et pire encore, la charge de ces anciens contre mes élémentaires de terre tombe à plat et ne parvient pas du tout à leur faire quoi que ce soit, et ils tiennent encore le choc. Les spectres de Loris décident de contrecharger ma horde, lui mettent quand même quelques blessures, et sont soignés par l'absorption vitale du roi Lich. Le vampire qui galère quand même un petit peu contre mon régiment d'épéistes reçoit l'aide du seigneur des clans Salamandre, et du coup à deux ils parviennent à ébranler mon régiment. La horde de revenants contrecharge les brise pavois et leur met 5 blessures, mais c'est insuffisant pour les détruire. C'est à mon tour, donc je fais contrecharger mes cuirassiers contre les spectres, ça donnera pas grand chose. Par contre, je décide de ne pas charger avec le colosse d'acier et de le réorienter pour bombarder l'unité de cuirassiers, enfin de guerriers salamandres, qui va prendre la sauce de mon artillerie encore pour un tour, et qui va les détruire. Quant à mon prêtre, il décide de soigner à nouveau ses camarades épéistes qui sont opposés aux vampires et aux seigneurs des clans. Pour le fun, ça fait le 3e tour que mes gardes de fer chargent le Lycanis. A chaque fois, ils font assez peu de dégâts, mais parviennent toujours à l'ébranler avec un joli 14 sur 3 fois de suite sur le jet de morale. Malheureusement, bien, étant donné qu'il a sa bière naine, il s'en sort à chaque fois et il peut contrecharger le tour d'après. L'artillerie basiléenne et les tireurs d'élite qui tiraient jusqu'alors sur le pack de zombies qui se trouvait au fond décident cette fois-ci pour le coup d'aider au centre contre les guerriers salamandres et vont participer à leur destruction. Pour la petite histoire, le pion bluff qui se trouvait sur la colline finalement vaut 0, donc c'était pas la peine de m'en faire pour la défendre. Les paladins entrent en jeu. L'unité de paladins défenseurs s'avance dans la forêt de façon à prendre le pion qui vaut 2, celui que j'avais placé, tandis que leurs camarades à cheval contournent l'infranchissable pour aller engager les zombies et éventuellement les détruire pour récupérer le pion qui vaut 1. Donc à ce moment-là, je suis plutôt pas mal placé, puisque au final, je dispose quand même d'une supériorité au tir qui me permet d'éliminer les unités qui sont gênantes, tandis que mes troupes sont globalement bien placées. Et donc ça va se jouer au centre, notamment sur les 2 pions qui valent 2. À l'ouest, on se bat pour le pion sur les ruines qui vaut 1. Mes ogres qui n'en reviennent pas de leur chance d'être encore en vie contrechargent les tyrans et les démolissent, tandis que mes élémentaires de terre ne font rien sur les anciens. Au terme de la 3e round de combat où les cuirassiers sont venus aider leurs camarades brise pavois, eh bien je finis par venir à bout de l'unité de revenants. Une petite vue d'ensemble à la fin de mon tour 5. Ne vous laissez pas abuser par leur présence sur la gauche de l'image. J'ai réussi à démolir l'unité de guerrier salamandre grâce à mon artillerie. J'ai tiré tout ce que j'avais, donc la coulevrine du colosse d'acier, les tireurs d'élite, plus les 2 canons crash-fer et même les 2 balistes pour être bien sûr que cette unité soit détruite. Donc Hervé et Loris n'ont plus grand chose vraiment à se mettre sous la dent à ce moment-là. Les anciens chargent les élémentaires de terre et vont les détruire, tandis que le prêtre mage va blesser mon porteur de la Sainte Icône grâce à une boule de feu.
À mon tour 6, mes chevaliers paladins chargent les zombies qui ont déjà pris pas mal de tirs de la part des balistes et de l'unité de tireurs d'élite nain. Donc la charge est sans appel et les petits zombies se font piétiner. Du coup, je récupère l'objectif qui vaut 1 point. Donc à l'ouest, j'ai la possibilité soit d'aller prendre l'objectif qui est tout à gauche, qui vaut 1 point, et qui est de mon côté, ou attaquer les anciens. Donc étant donné qu'il ne reste plus que 10 points de vie à mes gardes du paléogre, ils ne seront pas en capacité de tenir l'objectif en encaissant une charge, donc du coup je décide de charger à la place les anciens. Le round de combat est plutôt bon, mais pas suffisant, puisque j'ai pas pu les booster, étant donné que mon porteur de la Sainte Icône a été ébranlé par la boule de feu du prêtre mage, et donc du coup il peut pas utiliser son lutte. Donc, du coup la charge n'est pas suffisante, les anciens tiennent le choc, ils vont contre-charger, et ils vont détruire mes gardes du paléogre sur le dernier tour, et donc assurer à Hervé le contrôle de l'objectif qui se trouve sur la ruine. Mais bon, je peux pas me plaindre de mes gardes du paléogre, ils ont été efficaces. Au milieu, par contre, il y a toujours un objectif à 2 points. Désormais, les gardes de Salamandre étant morts, les troupes d'Hervé et de Loris n'ont personne pour aller prendre cet objectif. Donc leur seul espoir, c'est de détruire mon unité de paladin. Et pour ça, il envoie le vampire et le seigneur des clans Salamandre. Mais malheureusement, même s'ils font un round de combat pas trop mauvais, ils n'arriveront pas à dérouter mes paladins qui ont un bon moral. Et donc du coup, je conserve le contrôle de cet objectif. Enfin, le Lycanis parvient à avoir la peau des gardes de fer au final, ébranlé pour la 4e fois et toujours en train de siffler sa bière qui lui permet à chaque fois de réussir à repartir au combat, et cette fois-ci il est victorieux. Alors du coup il est victorieux au centre de la plaine tout seul et sans objectif à garder, mais pour l'honneur c'est déjà ça. Nous lançons le dé pour savoir s'il y aura un tour 7 et ce n'est pas le cas, donc la partie s'arrête ici. Holstein et le seigneur des clans ont donc échoué à réussir à me prendre l'objectif 2 qui est tué sur le pont. Donc je l'empoche, ça fait 2 points. Celui qui est un peu plus loin en aval de la rivière est également à moi, il est protégé par les paladins défenseurs, ça fait 2 points supplémentaires. Mes chevaliers paladins ont également pris l'objectif qui était gardé par les zombies, ça fait encore 1 point. J'ai donc 5 points sous contrôle, puisque pour le coup j'ai entièrement dominé le côté est de la table. À l'ouest, par contre, du coup, finalement, c'est Hervé qui sort victorieux. Il n'arrive cependant qu'à tenir un des objectifs, puisqu'il ne lui reste qu'une unité en état, c'est-à-dire les anciens. Donc 1 point pour l'alliance adverse. Et autrement, les autres objectifs à 1 point ne sont contrôlés par personne. Ce qui fait qu'au final, l'alliance du bien triomphe avec 5 points contre 1. C'est donc une victoire pour les Basiléens et les nains. Un grand merci à Hervé et à Loris pour leur participation, c'était super cool, une partie de fort sympathique. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, que les dés vous sourient.